quel est le point commun, me direz-vous, entre Donald Trump, Éric Zemmour et le dessin de presse? Eh bien aucun. Les deux premiers ont largement voix au chapitre, alors que la seconde, la satire, est au contraire régulièrement censurée aujourd'hui. Quel que soit le motif d'ailleurs, le dessinateur Rob Rogers a été évincé de la très sérieuse Pittsburgh Post-Gazette pour s'en être pris à Trump, précisément alors que c'est pour ses chroniques jugées racistes et transphobes dans le journal Le Temps que l'humoriste romande Claudinga Barbet vient de rendre son tablier. Et on peut multiplier les exemples, du New York Times au Monde en France. La tendance est clairement à la stérilisation du trait d'esprit. Quand ça n'est pas pire, on pense évidemment au massacre de Charlie Hebdo. Mais pourquoi la satire fait-elle si peur dans une époque qui ne mâche pourtant pas ses mots? Est-elle d'ailleurs la seule au sein des rédactions à subir de pareilles pressions? Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire exactement la liberté d'expression dans les médias aujourd'hui? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission Alexandre Kominec, qu'on laisse pour l'instant encore dire ce qu'il veut sur ce plateau. Bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir, Xavier Gors, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors Gors, l'auteur des fameux petits manchots irrévérencieux, on les voit à l'écran, tristement célèbre aussi pour votre divorce du journal Le Monde, il y a une année tout juste, après avoir publié un dessin sur l'inceste qui a beaucoup fâché, à commencer par la rédaction du journal. Vous en avez fait un livre, Raison et dérision. Et aujourd'hui, eh bien, vos petits manchots ont trouvé refuge dans l'hebdomadaire Le Point. Vous vous sentez mieux soutenu par votre rédaction aujourd'hui? Très très bien, oui, je me sens parfaitement bien. Mais je dois dire qu'avant, ma petite aventure avec Le Monde, je pensais aussi être très très bien. Donc il faut quand même raison garder. Oui, aujourd'hui, rien n'est sûr. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Alors, chaque semaine avec nous, Philippe, merci. Vous, c'est une censure d'un tout autre ordre encore que vous vivez, puisque c'est votre vie, carrément, qui est en jeu depuis la publication des caricatures de Mahomet en 2006 dans Charlie Hebdo, dont vous étiez alors le directeur. On voit la couverture à l'écran de Charlie. C'est dur d'être aimé par des cons à propos des intégristes. Est-ce qu'on a le droit, d'ailleurs, de faire entre elles une comparaison entre ces différentes formes de censure? Oui. Pendant des siècles, la censure venait du pouvoir politique ou du pouvoir religieux, c'est-à-dire d'en haut hiérarchiquement. Et puis maintenant, c'est le contraire. Aujourd'hui, la République nous protège pour qu'on puisse faire librement notre métier, et la censure vient d'en bas, c'est-à-dire de mouvements d'opinion à l'intérieur de la population. En l'occurrence, des mouvements d'opinion généralement religieux, islamistes, voilà, des extrémistes musulmans ou de l'islam politique. Ou aussi des antivax, parce que tout ce qui fait peur, tout ce qui est menaçant, on le voit aujourd'hui avec les députés qui se font agresser. Il y a une forme de censure par la terreur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est important parce qu'elle se sent, elle agit énormément sur les journaux et les médias. On va voir ça ce soir. Patrick Chapat, bonsoir. Bonsoir. Dessinateur pour le journal Le Temps et une foultitude d'autres publications à travers le monde. La censure, justement, vous y consacrez une exposition, Gare au dessin, qu'on peut visiter en ce moment à Genève. Est-ce que vous vous sentez, vous aussi, sur la sellette dans les publications dans lesquelles vous travaillez aujourd'hui? Philippe Val a fait allusion à l'ère du temps. On est dans un ère du temps qui est passablement changé, avec des nouvelles formes de pression. Alors c'est vrai que cette exposition, on a une exposition qui d'une part, je tiens quand même à dire, montre avec des dessins, un feu d'artifice de dessin qui montre le plaisir du dessin, le plaisir de l'humour. D'ailleurs, on va se faire plaisir. Il y a beaucoup de dessins qui sont exposés, qui seront là à montrer ce soir. Parce que le rire, c'est avant tout ça. Et le rire est aussi quelque chose qui réconcilie. C'est aussi quelque chose qui nous aide. L'humour est quelque chose, juste en préambule, qui aide aussi au vivre ensemble. Et à dénouer un petit peu les traumatismes qui nous divisent. Mais bon, et une partie de cette expo, on l'a voulu comme ça, et justement essaye de décliner dans un zigzag un peu didactique les différentes pressions qui pèsent sur la satire politique. Alors, les classiques dont on a parlé, le pouvoir, malheureusement, c'est encore très très réel, et en Europe, dans l'Union européenne même, ça se rapproche de plus en plus. En Hongrie, il y a un dessinateur qui est menacé de poursuite, qui a déjà été condamné en première instance pour un dessin où il se moque en réalité d'une représentante de l'État, mais en utilisant la croix. Et donc l'État a beau jeu d'invoquer le blasphème pour en réalité faire taire une opinion politique. La pression des religieux, on la démontre aussi. Et bon, l'affaire de Charlie était
la forme la plus extrême de censure, c'est-à-dire le meurtre à la Kalachnikov. Et puis il y a de nouvelles pressions dans la société. Une partie d'entre elles fait partie du sain débat, et tant mieux si des nouvelles voix s'élèvent. Mais quand ça confine aux demandes d'interdiction et de retrait de contenu, c'est là qu'on est dans une limite qui, à mon avis, mérite vraiment d'être... il y a une ligne qu'il faut défendre, surtout en tant que journaliste, parce qu'on est la plupart d'entre nous des journalistes ici. Alors c'est avec vous, Patrick Nussbaum, qu'on va justement élargir aux médias et aux rédactions. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez été le chef de l'actu radio à la RTS pendant 20 ans, presque une génération. Vous êtes aujourd'hui consultant pour médias pour l'Union européenne et vous enseignez le journalisme à l'université de Neuchâtel. Alors vous, cette pression, vous avez l'impression qu'elle a changé, que c'est plus dur aujourd'hui qu'hier pour les rédactions ? Il y a toujours eu des tensions entre les rédactions et les directions de rédaction, les groupes de pression, les groupes économiques. Les tensions ont toujours existé. Et, au fond, tant mieux. Ça crée une dynamique et ce n'était pas quelque chose qui probablement atteignait la liberté de la presse. Maintenant, ça a un peu évolué. J'ai le sentiment que de ces pressions, ces tensions plutôt, ces tensions dialectiques entre les deux, on a passé vraiment à un stade de pression. Alors, pas pression directe. Philippe Ball disait les pressions qui viennent du bas. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de nouveau. Mais les pressions qui viennent du haut, je crois qu'elles existent toujours. Si vous me permettez une anecdote, en début des années 90, j'interviewais un conseiller fédéral, Flavio Cotti, pour ne pas le nommer, qui me dit « On va faire l'interview, mais d'abord donnez-moi toutes les questions. » Je lui dis « Non, je ne donne pas les questions, je vous donne le thème. » Il me dit « Ok, alors bon, on va faire l'interview, mais sachez que toutes les parties de cette interview peuvent se retourner contre vous parce que selon l'issue, j'en saisirai vos instances dirigeantes de la SSR. » Alors, je vais dire avec un grand sourire, mais grand bien vous fasse, monsieur le Conseil fédéral, j'ai le sentiment que ça sera plutôt un peu contre-productif pour vous. Il était offusqué, etc. Voilà, ça s'est toujours pratiqué. Je pense que ça se pratique plus comme ça maintenant, parce que le politiquement correct fait que les politiciens vont être beaucoup plus malins. Ils vont agir autrement. Ces rapports directs-là n'existent plus. En revanche, je pense et on a eu en 2018 une votation je dis ça pour nos amis français, une votation qui visait à supprimer la redevance du service public, qui s'appelait No Bilag, qui heureusement n'a pas passé du reste. Mais cette votation, au fond, a donné un peu des ailes à tous ceux qui se sont dit, si on appuie le service public, et tous les partis politiques, à part l'UDC, parti de droite dure en Suisse, défendaient le service public. Tous ces partis-là sont venus un petit peu autour du pot de miel pour dire « Ok, alors on vous a défendu, mais maintenant, voilà, il faudra qu'on travaille bien ensemble. » Alors, je caricature un tout petit peu, mais pour dire des tensions très fortes, très directes qu'on observait, on a passé à un système un peu soft, où j'ai l'impression que les rédactions, les journalistes ont peut-être une tendance maintenant à avoir un œil bienveillant envers ceux à qui ils s'adressent. Et pour moi, c'est une autre forme de pression qui est une autre menace qui peut à terme faire beaucoup de mal à la liberté. Donc la pression, effectivement, qui vient des rédactions elles-mêmes. Hamid Julliard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, Hamid Julliard, vous êtes une relève du journalisme en Suisse. Vous écrivez dans le nouveau média en ligne blick.ch, Pôle Enquête. Vous avez d'ailleurs reçu le prix SUVA 2019 pour vos investigations sur l'industrie du tabac. Donc les pressions, j'imagine, ça vous connaît. Mais vous savez aussi la mettre, la pression vous-même, puisque c'est notamment votre édito qui a en partie mené la charge contre le dernier sketch de Claude Inga Barbet, dont j'ai parlé en introduction, Shintok, et aussi contre Le Temps, le journal qu'il a publié. Vous n'avez pas l'impression d'un autogol, en fait, un journaliste qui tire sur la liberté d'expression ? Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai précisément fait usage de ma liberté d'expression. Donc, dans ce cadre-là, on a fait un article qui se voulait équilibré, où chacun a pu exprimer son point de vue, qui est donné à voir aussi les points de vue d'une communauté, d'une minorité qui s'est sentie extrêmement blessée. Et ensuite, on l'a fait suivre par justement cet édito. Vous disiez qu'on n'aurait pas dû publier ça, donc vous demandiez par le retrait directement, mais
Ça y ressemblait. Je vais y venir. Donc ensuite, on a fait cet édito pour aussi finalement garantir la liberté d'expression de gens qu'on n'entend jamais dans les médias. Donc on s'est fait ces porte-paroles-là et il n'y a pas eu dans cet édito-là d'appel à la censure. Et je crois que ce qui s'est passé aussi quand on parle de pression et de tension dans de la société, après la publication de cet édito, il y a eu 2 semaines où c'était extrêmement violent ce qui se passait sur les réseaux sociaux. À mon encontre, c'était des attaques personnelles, c'était du harcèlement, parce qu'on avait osé en fait défendre des idées finalement progressistes. Et puis je crois que ça dit quand même quelque chose aussi dans notre société aussi, où il y a une lame de fond avec des changements et des crispations en fait de la part d'une génération qui peut-être a fait mai 68, a l'impression d'avoir amené des choses, d'avoir libéré la parole, d'avoir amené plus de liberté d'expression, d'avoir permis l'émancipation des femmes, d'avoir permis au final d'avoir lutté contre le racisme. Et aujourd'hui, on leur dit il y a encore du boulot à faire en fait. Et puis il y a cette sorte de blessure narcissique qu'elle a finalement, où on n'est plus au centre de l'attention, et aussi où on voit que quand il y a de nouvelles paroles qui viennent et puis qui viennent remettre en question un petit peu cet état de fait, qu'en retour, on peut recevoir aussi des pressions. Philippe Val, je vous sens bouillir, un peu narcissique. Non, moi, je ne boue pas du tout, je rigole, mais parce que il n'y a pas enfin, je ne sais pas s'il y a des blessures narcissiques chez les gens de ma génération, moi j'en ai pas du tout. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais en revanche, je sais que la façon dont on était antiraciste ou féministe dans le moment où ça n'était pas si facile. Enfin, je ne parle pas pour moi, je ne suis pas un héros, hein, mais enfin, je voyais comment ça s'est fait autour de moi. Moi-même, j'étais militant, féministe et antiraciste dans les années 70, mais on ne voulait pas que ce dont on parle soient des éternels offensés. Les personnes dont on parlait soient d'éternels offensés, d'éternels susceptibles, incapables de se défendre, de régler des problèmes individuels, d'individu à individu. On se battait pour une égalité de droit, pour une indifférence pour la sexualité, etc. Bon. Et là, moi, j'ai vu les 2 sketchs en question de l'humoriste. Je pense que... Peut-être remonter un tout petit extrait, comme ça, oui, voilà. L'extrait de Shintok. Oh non, c'est pas tout. Je mange de la riz toute la journée. Et l'autre jour, j'ai nourri ma chien avec des pousses de bambou. Il est de quelle couleur, votre chien? Noir et blanc. Comme les pandas. Mais le pire, c'était dimanche parce que j'ai mangé mon cochon d'Inde en ragoût. Alors c'est là que j'ai décidé de venir vous voir. Je vois. Vous avez observé dernièrement une légère coloration jaune de la peau, puis une légère déformation des paupières? Ah oui, maintenant vous dites ça, hein? Qu'est-ce que j'ai, docteur? Écoutez, j'ai beaucoup de cas semblables aux vôtres ces jours-ci. Voilà, et donc il y a une façon d'être offensé aujourd'hui qui moi, me fait marrer parce que je trouve que c'est pas sérieux. On peut écrire une lettre pour dire oui, mais faire un mouvement social dans les réseaux sociaux, décourager une humoriste. Après tout, elle aurait peut-être dû s'accrocher, j'en sais rien, c'est pas à moi de juger, mais je trouve que c'est énorme, c'est un moyen de censure pour quelque chose d'anodin. Enfin, que vont devenir des gens comme Ricky Gervais, que vont devenir ces gens-là qui sont extrêmement transgressifs, dont on a vu la réaction de Dave Chappelle récemment. Moi, je pense que je suis d'accord avec Chapat, il y a des manières de rire, même de choses très transgressives, qui nous unissent dans l'humanité tous. Même y compris ceux qui sont visés par l'humour. Et que si on refuse ce rire partagé, je pense qu'on est mal barré, quoi. Parce qu'on doit pouvoir encaisser certaines choses désagréables sans penser qu'une minorité est offensée. Tout le temps. Quand elle l'est, vraiment, il faut y aller. Il faut se défendre. Mais là, c'est quand même dérisoire. Je pense que c'est pas marrant, quoi. Et je pense que ce qui est pas marrant est grave, enfin, il y a un truc presque religieux, théologique, on rigole pas avec ces choses-là. Si, on doit pouvoir quand même rigoler, même si c'est des choses douloureuses qu'il y a derrière, on doit pouvoir rigoler. On doit pouvoir rigoler parfois de l'infirmité, de tics des gens, enfin bon, parce que ça fait du bien à ceux. Enfin, ça fait du bien à tout le monde. Enfin, je sais pas, j'ai travaillé pendant 15 ans avec un aveugle. Il avait besoin aussi qu'on déconne avec ça. Sinon, sa vie était impossible d'être banale, comme tout le monde. Si on est offensé, c'était petites égratignures, ce qu'on a vu, le sketch. Alors,
Oui, bah justement, On peut rire de tout, Julien. mais pas n'importe comment. Ami Julien, justement, dans votre édito, vous dites bienvenue au Wokistan en appelant Claude Inga-Barbet justement à venir dans le Wokistan en disant qu'on y rit. Le rire est aussi acide qu'un cocktail arc-en-ciel. Le rire acide, selon vous, c'est quoi aujourd'hui? Mais je pense qu'on peut, et je vais rebondir sur ce que disait Philippe Val. Moi, je suis convaincu qu'on peut réellement rire de tout, mais qu'il faut le faire comme il faut. Justement, quand on... Comme il faut. Mais, je ne suis pas sûr de mais oui, ça. mais c'est quoi comme il faut, parce que Philippe Val, quand vous riez avec votre ami ou collaborateur aveugle, vous savez ce qui le fait rire. Vous êtes intéressé à lui. Vous êtes intéressé à sa vie. Et aujourd'hui, dans l'offense, je pense qu'il y a encore deux choses que j'aimerais dire après votre prise de parole. C'est que aujourd'hui, ces petites choses, comme on dit, mais c'est des petites choses qui font mal, parce que c'est des petites choses que les gens vivent au quotidien. C'est des agressions quotidiennes qui existent pour ces gens. Et aujourd'hui, on doit les écouter. Et cette indifférence et cette égalité du tout le monde est égaux qu'on a voulu ériger en valeur, et c'était très bien de le faire à ce moment-là, aujourd'hui, on voit que dans les faits, on n'est pas tous égaux. Mais donc, on peut plus, même sur des petites choses, faire de l'humour, de la satire. Parce qu'au fond, les petites choses, c'est ce qui vont toucher tout le monde. Mais rions avec tout le monde. Alors peut-être juste préciser, parce que là, on parle effectivement de la satire et du dessin de presse, qui sont un genre très particulier, et d'humour et de publication dans les médias. Xavier Gors, c'est quoi les spécificités justement de la satire dans les médias? La spécificité, c'est d'essayer le métier pour moi de dessinateur de presse, c'est d'essayer de repérer ce qui déconne dans la société pour pouvoir le mettre en évidence, en exergue. Et l'outil qui est utilisé par le dessin de presse, entre autres, c'est le rire, l'humour. Parce que l'humour, c'est là-dessus où je veux vraiment rebondir sur cette histoire de blessure ou de ressenti. L'humour, c'est quelque chose qui s'adresse à l'intelligence, c'est pas quelque chose qui s'adresse à l'émotion. Pour comprendre une blague, il faut la comprendre. On rigole à partir du moment où on a compris la blague, à partir du moment où on a compris ce qui était dit. Pas parce qu'on est en empathie ou en antipathie avec. Donc ça n'a rien à voir. Quand on commence à invoquer les blessures, le ressenti, la sensibilité. Pour interdire l'humour, c'est qu'on utilise la sensibilité pour interdire l'intelligence. Et c'est là que c'est grave, et c'est là qu'il y a une atteinte à l'intelligence globale. Mais Patrick Chapat, justement, l'éditorialiste, le dessinateur de presse dans un journal, il ne fait pas que d'humour, hein, il fait partie de l'éditorial. Alors justement, c'est quoi son rôle exactement ? Son rôle, c'est de mettre le doigt sur nos contradictions, sur les défaillances, sur les excès du pouvoir et de toutes sortes. Son rôle, c'est de donner son regard sur le monde. C'est un regard très personnel, très subjectif, et de le faire, si possible, avec l'humour. L'humour n'est pas le seul outil. Alors moi évidemment que c'est un métier de responsabilité. C'est un métier qui fonctionne avec on parle du dessin de presse professionnel. C'est un métier qui fonctionne avec un sens variable selon les personnes de la responsabilité. La liberté et la responsabilité vont de pair. Ça a toujours été le cas. Et je connais pas. Enfin voilà, c'est clair qu'avec une feuille de papier, un crayon, on peut faire des horreurs. Mais c'est là qu'on est dans une époque intéressante parce que c'est cette notion profonde que le fait qu'on ne va jamais trouver un sens de l'humour commun à tous. C'est totalement impossible. Quelqu'un m'a défini un jour, m'a fait une drôle de définition des nouvelles limites. Il m'a dit, si le dessin choque, c'est qu'il est choquant, en fait, c'est qu'il est problématique. Donc ça revient au ressenti tout-puissant, qui est profondément problématique parce qu'à partir de là, sur quoi on s'appuie? Vous avez parlé d'un humour comme il faut. Donc, à quoi est-ce que, en tant que citoyen, en tant que journaliste, vous voulez faire référence? C'est ça qui est important. Il ne faut pas relativiser le socle essentiel sur lequel on se retrouve tous, qui sont les libertés fondamentales, la Convention des droits de l'homme. Je suis absolument... Pour moi aussi, la liberté d'expression va avec la capacité d'écoute. Donc, écouter la société, voir où elle évolue, entendre des nouvelles voix, formidable. Là où ça commence à poser problème, c'est quand les revendications de ceux qui se sentent blessés vont au-delà de l'écoute, de la visibilité, et je crois qu'il faut faire entendre ces voix. Vous les avez transportées à travers vos articles. Mais là où on franchit la ligne, c'est quand cette demande
d'être entendu devient une demande d'interdiction. Et il faut être honnête, il faut être sincère. C'est à ça qu'on a affaire quand on parle de la fameuse cancel culture. J'aimerais essayer d'éviter les mots valises, cancel culture, wokisme. Mais c'est des demandes de retrait du contenu, c'est des demandes d'excuses. Et c'est en réalité mettre en avant un ressenti tout puissant qui permet aucun débat. Parce que quand vous dites « je suis choqué », il n'y a pas de discussion possible. On est dans l'émotionnel, on n'est plus dans l'intellectuel. Moi, je fais quand même une différence entre le « je suis choqué » parce qu'il y a des humoristes, hommes ou femmes, qui sont choquantes et c'est justement le fait d'être choquant qui devient drôle. Je trouve que dans certaines situations, comme dans la situation qu'on a vécue avec Claudine Gabarbet, c'est que déjà là, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment taper sur des gens qui n'ont rien demandé à personne. Dans un sketch qui, soit dit en passant, a été raté. Et ça, je pense que ça, sur ça, beaucoup de gens s'accordent. C'est pas subjectif. Il y a eu des propos qui ont dû être... Il y a eu des humoristes depuis longtemps. Oui, mais bien sûr. Mais il faut comprendre que ça peut être blessant. Et je crois qu'il y a une différence entre blesser et choquer. Et je suis d'accord après avec vous qu'il y a des dérives qu'il faut condamner. La violence, le cyberharcèlement, tout ça doit être condamné. On doit être dans une dialectique. Mais ce qu'il faut comprendre, si vous permettez, c'est que les réponses violences, la violence répond à la violence. Si après mon édito, j'ai reçu des réponses violentes, c'est que mon édito était virulent. Et la violence et la chape qu'on a mis pendant des années sur des gens qui n'ont pas eu voix au chapitre, aujourd'hui, elle ressort. Et elle ressort violemment parce qu'il y a cette violence au quotidien. Donc, je crois quand on fait de l'humour, mais aussi quand on écrit des articles, quand on écrit des éditos, il faut qu'on ait cette sensibilité-là de dire « Ok, mais sur qui je vais taper ? Est-ce que ces gens méritent aussi d'être qualifiés, d'être moqués ?» Dans ce cadre précis-là, il y avait quand même l'usage de mots qui sont foncièrement racistes et reconnus comme tels par la présidente de la Commission fédérale contre le racisme. Alors, si ça avait été le même sketch sur les Noirs... J'aimerais juste encore rester sur le dessin de presse. Patrick Nussbaum, justement... Juste ajouter précisément sur la présidente de la Commission fédérale sur le racisme, qui prend position, donc c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les basses, ça devient quelque chose d'institutionnel. Donc elle reprend ça en disant oui, je cautionne le fait que ce sketch qui gorille nos amis chinois, mais franchement pas de façon choquante, non ? Utiliser le mot Shintok, c'est comme utiliser le mot nègre pour parler d'une personne noire. La responsabilité du dessin de presse. L'histoire des Chinois n'est pas la seule. La responsabilité du dessin de presse, justement, qui est un genre quand même particulier, qui fait partie... Est-ce que vous l'enseignez d'ailleurs à l'université du journalisme ? Il y a certains médias qui n'en ont pas, de satire. À la radio, par exemple, ou à la télévision, on avait très clairement distingué justement de l'actualité pure de l'humour, qui était du divertissement. Donc c'est quoi cette responsabilité des satiristes dans les médias officiels? Non, mais moi je suis entièrement convaincu qu'ils ont leur place absolument nécessaire, vitale pour les médias. Simplement, en radio, c'est un petit peu compliqué parce que vous ne pouvez pas glisser un caricaturiste, un sketch au milieu d'une séquence d'infos parce qu'on ne comprend pas, mais on peut tout à fait le placer dans des zones. Oui, ça se fait. Pour le meilleur et pour le pire. Exact. Mais en revanche, on peut tout à fait le placer de façon élégante, de façon à ce que, surtout qu'on comprenne quel est le rôle. Et là, on peut à peu près tout se permettre. Donc, je suis entièrement favorable à ça. En radio, on avait de la difficulté à trouver des gens qui ont le bon format, etc. Voilà, maintenant, il y a une relève, il y a des jeunes qui sont extraordinairement talentueux pour faire ça. Et ça n'a pas toujours été, dans ce petit coin de pays, l'art qui était probablement le plus porté à l'excellence. Mais j'y suis à 100% favorable. Alors, on parle des pressions du jour, mais on a l'impression, quand on visite notamment votre exposition, Patrick Chapat, que les pressions, elles ont toujours existé. Il y a un dessin de Martial Leiter, caricaturiste des années 70-80, qui avait été refusé par l'Illustré en 1975, qui représentait Kurt Vogler, qui était à l'époque conseiller fédéral. Quand on regarde ça, ça nous paraît ultra inoffensif aujourd'hui. Donc, la pression, elle a toujours, là, on le voit à l'écran, elle a toujours été quelque part présente, en tout cas. Non, mais ça nous montre surtout l'évolution étourdissante des tabous, parce que dans ces années-là, caricaturer simplement un conseiller fédéral, c'est choquant. Ça heurte les sensibilités. Et aujourd'hui, donc le moindre ressenti peut être la base d'une demande. Mais est-ce que ce n'est pas fluctuant ? Est-ce que chaque période la différence, c'est vaches sacrées, c'est qu'on a des... Maintenant, on a des pressions, on a une tentation on va dire, de censure de la société qui est en amont
du droit. Et j'aimerais, en tant que journaliste, juste qu'on dise de quelle base on parle. La seule base, pour moi. Alors, on peut avoir les avis qu'on veut, on peut défendre un point de vue comme un autre, on peut avoir des j'espère qu'on reconnaît qu'on a des sensibilités et des lectures, par exemple, de la justice sociale, qu'on n'est pas directement cataloguées de réac, quand on a une autre lecture des combats sociaux aujourd'hui que ceux que proposent les nouveaux activistes, avec tout un langage et toute une doxa. Il faut juste, sur quoi est-ce qu'on peut se raccrocher? Il y a quelque chose de très simple, c'est la loi, en fait. Il y a d'abord le code de déontologie, il y a le conseil de la presse, il y a les lois et il y a les tribunaux. Et récemment, on a encore élargi la norme pénale antiraciste à l'homophobie, tant mieux. Il y a tous les outils qu'il faut pour, si on n'arrive pas à s'entendre dans le débat public, pour poursuivre des contenus qui seraient, je ne sais pas quel est le mot que vous utilisez, choquants, heurtants, etc. Les lois sont là. En dehors des lois, qu'est-ce que vous voulez proposer? Est-ce qu'on va introduire une nouvelle instance politiquement correct qui vient dans ce débat? On va continuer le débat dans quelques instants, mais d'abord on fait une courte pause et on se retrouve très vite. Le point de retour, le dessin de presse et la liberté d'expression en question. On continue le débat avant de retrouver en fin d'émission celui qu'on ne censure jamais sur ce plateau. Enfin, pour l'instant, Alexandre Kominec. Et donc là, on parlait effectivement de la pression du public sur les satiristes. Mais au final, ceux qui ont le final cut, c'est les rédactions. Xavier Gors, ceux qui vous ont empêché de publier ou qui se sont excusés après votre dessin. On voit le fameux dessin qui a causé votre divorce du Monde. C'était un dessin publié une année sur l'inceste, ce sont vos chefs, c'est pas la pression de la rue. Oui, alors d'abord, il faut préciser les choses. J'ai pas subi de censure. Le dessin n'a pas été retiré. Il y a des excuses, des excuses immédiatement présentées. Mais c'est ça qui m'a semblé intolérable dans cette affaire, c'est que le Monde se soit excusé et se soit excusé. Pas auprès de vous, donc on précise auprès du public, en disant qu'ils n'auraient jamais dû publier ce dessin. C'est ça, en invoquant le motif que le dessin, alors il faut bien noter les mots du mot d'excuse, justement, le dessin aurait pu être interprété par certains comme étant susceptible de tatata. Donc ça veut dire qu'on n'est même plus sur du factuel, sur des faits, sur de la réalité, sur ce que dit le dessin précisément, mais sur la façon dont il pourrait être interprété. Donc là, on retrouve complètement cette subjectivité du ressenti qui fait que ça aboutit à ce qu'un journal comme Le Monde s'excuse, ce qui paraît totalement hallucinant. Alors donc, bon, c'est pour ça que moi je suis parti, mais cette faiblesse, est-ce que c'était la première fois que ça vous arrivait? Oui, j'avais déjà eu quelques petites remises en question sur certains dessins, un peu dans les mêmes veines et pour le même type de motif. Donc, les gilets jaunes qui vous avaient été refusés. Oui, alors pour les gilets jaunes, il y a un dessin qui m'a été refusé. Alors ça, il y a une notion qui est importante là-dedans. Il y a un dessin qui m'a été refusé, dans lequel je traitais les gilets jaunes d'abrutis. La rédaction m'a dit, on n'insulte pas les gens, on ne passe pas ce dessin. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. En tant que dessinateur, je ne vais pas dire que je suis censuré parce qu'une rédaction fait un choix rédactionnel de ne pas publier un dessin qu'elle n'estime pas bon. C'est de sa légitimité, c'est même sa mission. Un journal, la rédaction d'un journal doit être responsable du contenu qu'elle publie. Donc si le dessin n'est pas bon, il n'est pas bon. D'accord, mais ces choix, est-ce qu'ils ont varié? Est-ce qu'en 20 ans de votre métier, justement, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une plus grande prudence? Oui, je pense qu'il y a une évolution. Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je vous pose la question, mais en fait, vous y répondez. On regarde un autre de vos dessins qui illustre ça, que vous venez de dessiner. C'est « Ha ha ha, c'est si drôle et si vrai ». Mais non, mais c'est méchant, vous n'auriez pas un dessin pas drôle mais gentil pour nos lecteurs concons. Voilà, ça c'est l'état d'esprit aujourd'hui que vous ressentez. Je n'ai pas envie de faire de généralité non plus là-dessus, parce que ça change beaucoup d'une rédaction à l'autre. Il y a des rédactions qui sont plus courageuses, et à mon avis, c'est là-dessus qu'il y a un truc important à cibler, à pointer. C'est que ces réseaux sociaux n'auraient aucun pouvoir si une rédaction avait le courage de résister à leur pression. Et alors, le risque pour la rédaction, il est double. Il y a un risque de notoriété de se trouver face à une campagne de bashing, etc. Et un risque également économique derrière de risquer par ces campagnes de bashing de perdre du lectorat. Alors, on sait que la presse est en difficulté en ce moment et il y a certaines rédactions qui peuvent se sentir un peu fragiles devant ce genre d'attaque. Donc oui, il y a une chose qu'il faut réaffirmer, c'est que la rédaction, elle a le droit
droit de faire ses choix, mais elle a aussi le devoir d'être courageuse. Alors ça, justement, je parle aux anciens chefs de presse qui étaient là. Comment vous y faisiez face, justement, aux pressions à l'époque où vous étiez On suppose la rédaction, quand elle agit, quand elle fait ses choix, soit elle suppose le public intelligent. Elle est un relais d'un public supposé, la rédaction. Elle, à mon avis, elle doit être le relais de rien du tout parce qu'elle doit imposer ses choix. C'est ça une rédaction courageuse. Elle donne ses choix au public, elle n'a pas à demander ce que le public veut, puis ensuite lui donner. Mais en fonction d'une ligne, elle a fait des choix. Pour les politiques voilà, c'est une politique normalement de l'offre. On ne publie pas la même chose dans Charlie Hebdo et dans Le Monde. Non, bien sûr. Non, mais ça, évidemment. Mais c'est ses choix, ça doit être ses choix. Bon, elle se fait l'interprète d'un public supposé niais ou facilement offensé. Bon, alors, comme effectivement en ce moment il y a des mouvements très forts de communautés et de minorités amplifiés, forts parce qu'amplifiés par les réseaux sociaux, les rédactions ont la trouille de ça. Et ça a eu un effet pervers. Mais ça ne date pas vraiment des réseaux sociaux, le phénomène avait commencé avant, dans les rédactions, parce que le canari dans la mine, c'est le dessin de presse. Le dessin de presse, c'est là où s'exprime une liberté transgressive qui n'a pas à répondre aux mêmes lois exactement que les journalistes, puisqu'il interprète de façon fictionnée ou exagérée, caricaturale, une réalité chaude. Et c'est un exercice toujours périlleux, mais un exercice traditionnel de la presse qui est en quelque sorte le marqueur de sa liberté. Je pense que le dessin de presse est indispensable à la presse. Mais comme la presse ne veut plus du dessin de presse, ça se voit. Le Monde, ils mettent des petits tickets, des petits Mickey, ils mettent plus rien en dessin. Il y a beaucoup de journaux ont supprimé le dessin. Le New York Times, ils ont suivi le New York Times qui a supprimé le dessin de presse alors qu'ils avaient des grands dessinateurs. Qu'est-ce qui se produit maintenant ? Les gens qui sont des bons dessinateurs, les bons dessinateurs qui pourraient faire d'extraordinaires dessinateurs de presse, ils ne sont pas dessinateurs de presse. Ils se réfugient dans la fiction, ils font de la BD et ils ont bien raison parce que personne ne les emmerde là. Donc il reste... Ça va pas tarder. Oui, enfin, ça va pas tarder en plus. Oui, non, mais pour l'instant, ils ont trouvé refuge dans la BD. En littérature, en bande dessinée, on engage des sensitivity readers auxquels on soumet le contenu d'une bande dessinée ou d'une œuvre de fiction. On le voit avec Maus, c'est vrai, récemment. Donc c'est une catastrophe. Donc le dessin, il faut défendre le dessin mordicus. C'est une langue menacée, une langue populaire menacée. Et voilà, il faut faire très attention à ça, mais c'est déjà mal barré parce que les dessinateurs qui se présentent aujourd'hui dans les journaux pour faire du dessin de presse, l'effet pervers, c'est que ça n'attire plus que des dessinateurs qui ne sont pas des très bons graphistes. Ils n'ont pas un très beau langage graphique. Et ça, il y a une médiocrité du langage graphique qui est engendrée par l'absence de réelle demande. Et voilà, et c'est un vrai problème. Les bons dessinateurs sont ailleurs. Ça, effectivement, dans les nouveaux journaux qui sont lancés, les pure players, ceux qui sont en ligne, avec Julliard, dans lequel vous travaillez, Blick.ch, il n'y a pas de dessin. C'est quoi ? C'est une volonté éditoriale de ne pas avoir d'ennui ? C'est parce que c'est has-been ? C'est une volonté éditoriale. Je ne crois pas que c'est parce que c'est has-been. Déjà, pour revenir sur le New York Times, moi, à titre personnel, je trouve que le New York Times n'a vraiment pas été très courageux de dire « OK, pour un dessin, maintenant, on arrête tout ». Et je pense qu'ils auraient dû avoir le courage, en tant que New York Times, de garder leur dessinateur de presse. D'autre part, pour la notion de courage, est-ce que c'est pas aujourd'hui aussi courageux pour une rédaction de choisir une ligne plus progressiste ? Parce qu'en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui dans le paysage, médiatique, c'est que les médias sont aux mains des gens qu'on peut appeler néo-réactionnaires, des gens qui font partie d'une génération qui va partir à la retraite dans les 15 ans à venir. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est comme ça. Donc il y a aussi un courage. Il y a aussi, mais parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une question d'âge ? C'est exactement, oui, parce qu'il y a un conflit générationnel. Il y a un conflit aujourd'hui générationnel, comme il y avait en mai 68. Oui, mais vous faites un jugement de valeur sur ces générations. Je mets tout le monde dans le même panier. Non, parce que vous dites les vieux cons et les jeunes progressistes. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait. J'ai dit que les rédactions. Attendez, mais s'il vous plaît, si je peux juste terminer, j'ai dit que les rédactions étaient aujourd'hui en main de cette classe de la population-là, qui veut pas voir la lame de fond qui est en train de changer. Donc il y a aussi un courage d'adopter aussi ces lignes-là. Et puis après, sur le dessin de presse, je trouve que oui, il est essentiel, mais il est essentiel aussi parce que le dessinateur de presse est un
éditorialiste, parce qu'il va donner un avis. Et derrière, ça veut dire qu'on doit aussi être conscient et avoir l'intelligence de dire voilà les réactions que ça va provoquer et même aller les chercher. Parce que quand on écrit un édito, moi quand j'écris un édito, je me dis voilà, ça va provoquer ça, ça, ça. Et puis je cherche à créer ce débat-là. Et je trouve qu'en ça, le dessin de presse est essentiel parce qu'il participe au débat. Patrick Nussbaum, le politiquement correct comme ligne éditoriale, ça vous botte? Bon, déjà, première remarque, je ne suis pas sûr que les rédactions suisses romandes soient, par exemple, aux mains de vieux cons de 60 ans. Je crois c'est plein de jeunes quadragénaires dynamiques qui dirigent les rédactions suisses romandes. Donc, je ne vois pas très bien là l'ancrage. Sur la question de la censure, au fond, on parle de pression, mais moi, je suis assez attaché à observer l'autocensure. Au fond, la façon dont les journalistes, dans une rédaction, se conforment à un certain nombre de valeurs, mais qui ne viennent pas forcément de la rédaction en chef ou du pouvoir ou du politique, mais qui sont au fond des valeurs un peu consensuelles qu'on partage parce que voilà, on peut critiquer aujourd'hui le catholicisme, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas toucher l'islam, on peut pas parler de frontières. Hein. Les frontières, c'est mal, donc on en parle peu, ou quand on en parle, c'est d'une certaine façon. Donc, les réfugiés, vous ne pouvez pas faire aujourd'hui une enquête sur les réfugiés qui aboutirait à l'idée que ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Donc c'est toute cette forme de bien-pensance qui se niche dans les rédactions et dont les rédactions en chef devraient en théorie un petit peu secouer tout ça pour dire non mais attendez, si on ne fait pas ça, c'est les réseaux sociaux qui vont amener tous ces thèmes, on le voit en France, on le voit partout, les réseaux sociaux arrivent avec ces thématiques-là, le public est friand de ces thématiques-là parce que les journaux, radio, télévision conventionnels obscurcissent ou écartent un peu ces thèmes difficiles. Quand on ferait à parler de Greta Thunberg avec un portrait, voilà, en disant c'est la nouvelle pitié des temps modernes, mais au fond, pourquoi les grands scientifiques vont s'agenouiller devant cette jeune femme, certes sympathique, mais qui n'a pas une grande connaissance scientifique, ni écologique, ni rien. Mais il a été absolument traité dans la presse et dans les réseaux sociaux comme un voyou. Au fond, est-ce que ce qu'il disait, c'était inaudible? Bien sûr que non. Mais Greta Thunberg, on ne peut pas en parler dans la presse. Je crois qu'on est dans une époque qui est en train de sombrer dans une forme de religiosité qui a également ses seins. Et c'est ça qui se passe. Mais il y a des personnages qui sont intouchables parce qu'ils sont dans le camp du bien. Et donc, on n'a pas le droit d'en dire la moindre chose, sinon on se fait excommunier d'une certaine façon. Donc, je crois qu'avec ce phénomène de wokisme et de nouvelles générations courageuses et progressistes, comme vous le dites, on est en train de rebasculer dans un âge religieux qu'on pensait avoir mis derrière nous. Mais Patrick Chapat, parce qu'au sein du temps, de toutes les rédactions, maintenant, il y a ce débat, c'est presque un débat, un clash générationnel, une nouvelle génération de journalistes qui n'a pas les mêmes opinions sur ce qu'on devrait publier que les anciens. Alors moi, ça me fait doucement rigoler l'argument générationnel, parce que j'ai commencé tôt dans le dessin de presse et j'étais tout de suite un vieux con. Enfin, j'ai jamais vraiment trouvé intéressant l'argument du jeunisme. J'ai aussi grandi, moi, j'ai pas fait mes 68, alors du coup, désolé. Un pré-boomer. J'ai grandi dans une ère où on n'a pas connu d'idéologie. Et donc, par exemple, au lycée, au collège, à l'université, on n'avait pas les marxistes de service, on n'avait pas ce type de pression. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a 18 ans, on grandit dans un environnement où il y a des commissaires politiques de 17 ans qui vont vous dire « c'est pas OK de dire les choses comme ça, c'est pas OK de faire les choses comme ça ». Et je pense qu'encore une fois, j'aimerais juste... Alors, qu'il y ait une diversité d'opinions, que les rédactions soient diverses, qu'il y ait des nouveaux courants, tant mieux. Mais rappelons-nous que c'est des courants de pensée différents, dont une nouvelle vague d'activistes qui a recours à un langage très idéologique, qui a une lecture du monde et qui a tendance à dire ça c'est le progressisme et tout le reste est réactionnaire. Vous l'avez un petit peu dit dans votre édito sur Inga Barbet, n'en déplaise aux xénophobes, n'en déplaise aux réacs. Alors, il y a d'ailleurs une très bonne enquête parue dans Le Monde il y a quelques semaines là-dessus. Il y a eu beaucoup d'articles du Monde. Il y a eu beaucoup d'articles du Monde, mais avec plusieurs. Alors, on voit qu'il y a une grande dispute d'intellectuels. Cela dit, il ne faudrait pas perdre de vue que c'est un débat dans lequel la gauche s'entre-déchire. Oui. La cancel culture aux États-Unis, parce que là on parle de quelque chose de vrai,
a fait énormément de victimes dans les rangs universitaires, de profs d'université, déchire la gauche, qui est en train de créer une machine à perdre de la gauche, pendant que les vrais transphobes, les vrais racistes en face rigolent, pendant que le terme de wokisme est devenu le mot préféré des droites et de l'extrême droite, et que c'est un boulevard qui leur est donné par rapport à une opinion publique qui est totalement perdue sur ces micro-combats. Et c'est là que ça devient vraiment préoccupant. Mais je voudrais juste rappeler le socle sur lequel on parle. Il peut y avoir toute la diversité qu'on veut. On a tout ce qu'il faut comme dispositif pour garantir la liberté d'expression et garantir qu'on puisse poursuivre tout excès, tout abus devant la loi. Et je ne vois pas à quoi d'autre on pourrait se référer. On n'a pas de dispositif pour fabriquer la culture. Mais On n'a pas de dispositif pour la culture. Non, on a même une jurisprudence qui reconnaît la spécificité de l'humoriste. La jurisprudence jusqu'ici, elle reconnaît le rôle de la satire. Les nouveaux activistes, au contraire, prennent la satire très au sérieux et voient dans la moindre blague qui tourne mal une faute impardonnable, avec, je répète, une demande d'annulation. Moi, c'est à partir de là que j'ai un problème. Une demande de retrait du courant. Moi, j'ai une question pour juste savoir pourquoi est-ce que, parce que là, effectivement, on parle de ces pressions, on parle du cadre légal qu'on a. Pourquoi les rédactions aujourd'hui cèdent, ou pas toujours, parfois elles soutiennent, mais enfin, il y a cette impression de frilosité. Par démagogie. Par confort. Qu'est-ce qui se joue ? Par confort, oui, c'est ça. Le confort intellectuel, c'est un livre de Marcel Aimé qui était très à droite à l'époque. Est-ce que c'est plus fort aujourd'hui qu'hier, le conformisme ? Oui, c'est très fort aujourd'hui parce qu'il y a la pression, il y a la peur du scandale en permanence de trois crétins qui s'indignent sur Twitter et c'est comme si la foule criait sous les fenêtres du journal. Donc il y a cette peur-là. Je voudrais juste dire une petite chose en passant. Est-ce que les chefs de presse sont moins courageux aujourd'hui ? Compléter ce que dit. Moins solides ? Oui, bien sûr. Oui. Moins solide parce qu'il ne faut pas croire qu'un directeur de rédaction ou une directrice de rédaction dirige la rédaction. 8 fois sur 10, ou disons 7 fois sur 10, ils sont l'otage bienveillant d'une rédaction. De temps en temps, ils montrent un petit peu l'autorité sur des sujets futiles, et sur les choses importantes, ils se laissent porter par le courant de la rédaction, qui est très hargneuse, qui est très... Enfin, c'est compliqué, les rédactions. C'est très compliqué. C'est comme les chefs d'orchestre, s'ils n'ont pas assez d'autorité, ils jouent n'importe quoi derrière. Mais pour compléter ce que dit Chapat, c'est qu'il y a une chose qui est quand même énervante. Je sais qu'il faut rester calme, mais qui est énervante quand même, c'est que la thèse, l'idéologie qui préside à l'offense, à la désignation de l'offense, c'est-à-dire l'idéologie intersectionnelle, enfin tout ça, elle est ce qu'elle est. Mais elle a un problème, c'est que tout ce qui n'est pas d'accord avec elle, c'est d'extrême droite. Ce qui fait que parce que l'extrême droite s'indigne, tous ceux qui s'indignent entre l'extrême droite et la gauche, c'est aussi des fachos. Et vous avez, enfin, pas vous, parce que je ne vous connais pas, mais vous avez une façon de rejeter dans l'extrême droite tout ce qui n'est pas vous. Mais c'est un truc c'est magique, quoi. Ça veut dire que le monde entier est facho, réac, vieux con, tout ce que... S'il ne partage pas une certaine idée du militantisme ou des choix ou des options militantes. Non, on peut ne pas partager des options militantes et être, je ne sais pas moi, de centre-gauche ou de gauche ou de centre-droit. On n'est pas fasciste. Qu'est-ce que c'est que cette extrême droitisation de l'opposition en permanence ? Mais c'est du délire paranoïaque. Mais en même temps, c'est une stratégie... Pardon. Vas-y. Non, continue. C'est la pensée binaire religieuse, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est de Dieu vomit les tièdes. Si vous êtes un croyant, vous passez sous la tronche de l'inquisiteur. Oui. Si vous n'êtes pas menacé de ne pas être vraiment dans la ligne et dans les moindres détails, l'inquisiteur vous condamne parce que ça veut dire que vous êtes avec... Zemmour, je ne sais pas quoi, des gens qui n'ont rien à voir avec Zemmour, qui détestent Zemmour, qui détestent... À la presse et des presse. Ami Julien, justement, est-ce que votre génération prend en otage les rédactions aujourd'hui ? Votre rédacteur en chef, Michel Jeanneret, il se plie à ce que les jeunes de sa rédaction Non, au contraire, il nous encourage à faire ce genre d'édito. Il valide même en son fort intérieur chaque mot qu'on met dans nos Ça peut être aussi pour des raisons commerciales, parce que ça marche bien. En l'occurrence, c'est pour ça que je dis c'est en son fort intérieur, parce que ça va bien au-delà de ça. Sur la question politique, tout le monde est d'extrême droite. Moi, je le dis pas comme ça. J'aimerais bien qu'on reste sur la presse. Mais je fais 10 secondes. Tout le monde est réactionnaire. Et aujourd'hui, il y a quand même une association
associations assez... Il y a une... Parce que c'est en réaction à des mouvements de société. Et du coup, on a quand même aujourd'hui des associations d'anciens maoïstes et Zemmour. Donc, sur certaines thématiques, c'est quand même assez intéressant. Et sur l'autocensure, ça c'est aussi intéressant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile de, par exemple, sur un fait divers, aller enquêter sur le passé d'une victime, surtout si c'est une victime femme. Donc on va le faire d'une certaine manière. Ce sera plus difficile de parler, par exemple, d'une femme qui harcèle un homme aussi. Mais tous ces points-là et ces différentes pressions aussi de pression de quand on fait de l'enquête, comme moi, de pression de procès derrière, parce qu'on va nous harceler, parce qu'on a plus de sous que les rédactions, souvent les personnes qu'on attaque. Mais ces pressions-là nous rendent aussi meilleurs. Je discutais avec des journalistes qui ne sont pas de ma génération, qui disent aussi on n'a jamais aussi bien fait du journalisme qu'aujourd'hui, parce qu'on fait un journalisme de détail, basé sur des documents, où on multiplie les témoignages, où on essaye d'être le... On essaye d'être le plus... Sans déconner, vous croyez vraiment avoir inventé ça ? Non, je ne crois pas l'avoir inventé. Mais... Je crois qu'aujourd'hui, grâce à ces pressions aussi, ça nous pousse à être meilleurs. Et on doit être meilleurs dans le détail parce que derrière, on est plus menacé aussi de procès. J'ai simplement envie de dire... J'ai envie d'y voir le positif et d'être optimiste aussi. Pour moi, plus de voix, c'est un progrès. C'est aller dans le bon sens, d'avoir plus de voix qui s'expriment. De faire taire des voix, c'est une terrible régression. Oui, mais justement, il faut les écouter toutes. Il faut les écouter toutes. Et souvent, en réaction, on veut les faire taire. C'est ça qui se passe aussi quand on adopte ce genre de position dans un média. Le public et une certaine frange du public cherche aussi, vous fait subir la même chose que ce qu'on peut faire subir à un humoriste quand les réseaux sociaux s'enflamment. Et encore une fois, ce sont des choses qu'il faut condamner. C'est pas comme ça qu'on fait un débat. C'est pas en harcelant les gens, en insultant les gens sur leur sexualité, sur leur prétendue originalité, origine ethnique. Ce qui m'est arrivé à moi aussi, ça m'est arrivé après mon édito, des gens sur les réseaux sociaux. Ah bah, mais vous avez, c'est bien fait pour vous. Vous avez qu'à pas être sur les réseaux sociaux. C'est tout. Mais on doit l'être aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est aussi le nouveau terrain aujourd'hui. Surtout quand on ferme tous les bistrots, on ne peut plus aller au bistrot. Vous allez patauger dans une soue à cochon et vous dites « Ah, je suis éclaboussé ». Mais Philippe, les réseaux sociaux d'ailleurs font du bien au dessin de presse. Il y a beaucoup de dessins, Xavier Gorce. D'ailleurs, vous aviez dit après mes aventures avec Le Monde, vous avez dit plus jamais. Vous y êtes j'ai pas dit tout à fait plus jamais. J'ai dit que j'allais prendre mes distances et j'arrêtais de publier mes dessins systématiquement sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, j'y suis revenu parce que malheureusement, effectivement, Philippe, ça brasse beaucoup de merde, mais c'est aussi un terrain d'une nouvelle agora dans laquelle il y a des choses qui s'expriment. Et je crois que... Ça fait de la pub, notamment au dessin de presse. Oui, bien sûr. Non, mais il y a également une forme de visibilité qu'on acquiert à travers les réseaux sociaux. Donc ça, il y a les deux faces de la médaille. Il y a le bon côté, effectivement, tout ce que ça peut permettre en forme d'expression, de visibilité, etc. Alors, pas de visibilité pour être vu, mais pour pouvoir faire connaître ses dessins, diffuser ses idées, etc. Et puis, il y a le mauvais côté de la médaille, effectivement, où on a des choses qui ne sont pas très reluisantes. Voilà. C'est une agora, mais non représentative. Pardon ? C'est une agora non représentative. Ah bah oui, elle est non représentative, oui, ça je suis d'accord. Mais c'est pas un système électoral. Il n'y a que Christiane Taubira qui croit que c'est représentatif. on va vous parlez juste de religieux. C'est Elisabeth Badinter qui disait les réseaux sociaux ont donné naissance... Je lis ce que j'ai noté, à une culture de la croyance, alors qu'on était dans une culture de vérité, de recherche de vérité. Et donc, c'est véritablement le grand dilemme entre les deux. Et quand des médias s'inspirent des réseaux sociaux, prennent leurs sources aux réseaux sociaux, adoptent les codes des réseaux sociaux, à un moment donné, subissent la pression. Mais d'abord, ils cherchent à s'en nourrir, parce que c'est une forme aujourd'hui de dire on va mourir comme médias traditionnels, allons sur les réseaux sociaux, prenons, on crache dessus. C'est extraordinairement dangereux. Je vois bien l'intérêt, évidemment. Hein. C'est une source fabuleuse. Mais ensuite, en adoptant et les codes et les sources, vous êtes un peu emporté avec les réseaux sociaux et c'est très dur de résister. Je voudrais quand même dire une chose. Un mot de la fin pour chacun, justement, cette liberté d'expression. Aujourd'hui, elle se manifeste comment dans les médias, jusqu'où et à l'avenir, qu'est-ce qu'on doit craindre? Je vais dire une chose qui me
moi qui m'effondre, mais je pense que l'attentat contre Charlie Hebdo a fait beaucoup de mal au dessin de presse. C'est sûr que là aussi, il y a la considération qu'on risque de perdre sa vie. Hein. Alors, je salue le courage, et une fois de plus, j'aime vraiment profondément le dessin de presse. Pour moi, c'est une langue à part entière, nécessaire, qui fait partie de la démocratie très fortement. C'est un élément démocratique, et le dessin de presse en a pris un sacré coup. Et vive les dessinateurs de presse d'aujourd'hui, mais le dessin de presse en général ne s'en est toujours pas relevé. Patrick Chapat, Xavier Gorce, vous avez l'impression d'être des dinosaures? Mais ce qui est sûr, c'est que l'attentat de Charlie Hebdo, c'était le franchissement d'une ligne rouge dans le sang, et c'était fait rentrer dans dans la conscience collective la force implacable du précédent. C'est-à-dire qu'on a tué pour des idées, on a tué pour des dessins. Dès le moment où le précédent est dans les esprits, ça ouvre toutes les vannes, ils l'ont bien cherché, et au suivant, etc. Donc ça a été terrible pour la liberté d'opinion, pour le dessin de presse, pour la satire, ça c'est sûr. Moi j'ai envie juste de me référer, moi je suis quand même romantique, alors la phrase qui n'est pas de Voltaire, là je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Je veux juste rappeler que c'est la définition de la liberté d'expression, et que quand on est journaliste, on parle de la branche sur laquelle on est assis, quand on parle de liberté d'expression. Et que donc la liberté d'expression, c'est pas être d'accord avec, c'est pas défendre les opinions avec lesquelles on est d'accord. C'est justement défendre la possibilité pour des gens de dire, de dessiner, de faire des choses qui parfois nous heurtent, qui parfois nous choquent, et la plupart du temps avec lesquelles on n'est pas d'accord. Sinon, c'est pas la défense de la liberté d'expression, c'est juste être d'accord avec sa propre chapelle. Et je crois que c'est le socle des droits fondamentaux dont on parle, et surtout le socle du journalisme. Donc c'est un combat plus nécessaire que jamais. Ce sera le mot de la fin, parce qu'il est temps de laisser la parole à Alexandre Kominek, notre satiriste à nous, qui s'exprime sans contrainte, mais en différé exceptionnellement cette fois. C'est quand même mieux pour contrôler ce qu'il a à dire. Alexandre, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, alors je suis navré de ne pas être présent ce soir, mais bon, ça change les plannings d'enregistrement dernière minute, et moi, on se demande pas si ça me convient ou pas, hein. Sur l'échelle du respect, on n'a pas monté une marche. Pour faire court, personnellement, je ne me suis jamais censuré, ni empêché de dire quoi que ce soit. Si je m'empêche de dire quelque chose, c'est qu'il y a une raison, et c'est que forcément c'est pas drôle. Par contre, ça m'est déjà arrivé de dire quelque chose que je pensais drôle, et qui était drôle, mais dans ma tête. Je pense pas que le problème aujourd'hui est dans la censure ou dans ce qu'on ose dire ou pas dire. Le vrai problème, c'est la digitalisation. Parce qu'avant, pour voir un sketch ou un dessin, fallait acheter son ticket pour aller au théâtre, fallait acheter le magazine, fallait acheter un DVD. Aujourd'hui, avec Internet, une personne qui ne serait jamais venue te voir va se permettre de pouvoir te créer une polémique sur la gueule. Et ça, c'est dingue. Parce que par exemple, tu ne me connais pas, je te connais pas. Moi, j'organise une soirée. Vu que tu me connais pas, tu viens pas à la soirée. Mais après, tu vas voir des vidéos de la soirée sur Instagram et tu diras « mais quelle soirée de merde ! Ouh, la musique est à chier ! Comment ça, il n'y a aucune minorité sur le dance floor ? Quoi ? Des pains surprises ? Mais c'est dégueulasse !» C'est ça qui est beau avec le spectacle vivant. Quand les gens viennent, tu parles avec ton public. Tu te sens jamais bridé. Par bridé, j'entends bloqué. Je suis pas en train de dire qu'être privé de liberté, c'est se sentir chinois. En gros, ce que je veux dire, c'est ce que je viens de faire. J'ai pas besoin de me justifier. Là, avec Internet, on vit une époque où tu peux heurter, offenser des gens. C'est une époque de victimes. Et ça, c'est Internet. Avant, t'étais en bagnole, t'écoutais Rire et Chanson, t'entendais une blague un peu borderline, tu disais « oh non ». Puis tu réalisais qu'il fallait faire le plein. Ce que je veux dire, c'est que tu passais à autre chose. Aujourd'hui, t'entends la blague, tu vas te dire « oh non mais ça ». Alors tu prends ton téléphone, tu vas sur Twitter et tu dis « non mais ça ». Et tu parles avec d'autres gens qui n'ont pas vu la blague mais qui te diront « oh non mais ça ». Et du coup, t'auras pas réalisé qu'il fallait faire le plein, donc tu tombes en panne. Et la panne, tu diras « oh non mais ça c'est à cause de Internet ». C'est super, mais c'est surtout une spirale à emmerde. C'est pour ça que personnellement, quand les gens viennent me voir en spectacle, je leur demande toujours de ne pas filmer. Je leur dis « ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas ». Et ils m'écoutent, ouais, parce qu'ils sont 12. En tout cas, jamais je me censurerai. C'est pourquoi je finirai cette chronique par une blague. Vous savez quelle est la différence entre un homo, un juif et un arabe ? C'est que tous les trois... Elle est bien celle-là. Allez, bonne soirée.
Merci Alexandre Kominec, de loin, et merci à vous tous. Ce soir, autour de cette table, le point sur la satire, cette drôle d'opinion qui fâche aujourd'hui dans les médias, c'est fini. Dimanche prochain, on prendra un peu de hauteur pour s'attaquer à Dieu, façon de parler, je veux surtout heurter personne. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.